Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bon, et vous êtes plutôt dans l'équipe char, frégate, rafale? Ou train, hôpitaux, école? Non, parce que l'allocution TV d'Emmanuel Macron et la rhétorique de l'économie de guerre ont clairement installé dans le débat public une sorte de dilemme beurre ou canon. Pour le chef de l'État, le moment exige des décisions sans précédent. L'idée de mettre en place une véritable économie de guerre se précise. Va-t-il falloir faire des choix entre le régalien et l'État-providence? Des économistes et des sociologues affirment qu'il faudra arbitrer entre les canons et les pensions. Bon, il faut commencer par dire que l'expression économie de guerre avancée par Macron dès 2022 et reprise par tout un personnel politique et médiatique n'a aucun sens et obscurcit complètement les enjeux. Mais cette exagération et les ajustements néolibéraux qu'on voit poindre provoquent en retour une certaine relativisation des menaces qui est peut-être tout aussi mal ajustée à la réalité. Et il nous apprend que les Russes nous menacent. Ah bon? On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Difficile de débrouiller tout ça et de placer notre peur et notre pognon au bon endroit et au bon niveau. Donc on parle de faire passer les dépenses de défense de 2,1% du PIB actuellement à 3 voire 3,5% du PIB, soit un effort de 30 milliards d'euros supplémentaires par an, tout à la fois pour un soutien militaire à l'Ukraine, dans une perspective de souveraineté française et de coopération au niveau européen. Mais compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Le budget de l'État, je vais pas vous faire un dessin, c'est déjà pas top, et Macron a exclu de recourir aux impôts. Enfin, surtout aux impôts des plus riches. Sans que les impôts ne soient augmentés. Donc à part la piste de puiser dans l'épargne privée, ce sera des réaffectations. Ce qu'on va donner à la défense, on va le prendre ailleurs. Donc à l'écologie, au social. Oui, peut-être. Et là, c'est le concours Lépine des propositions antisociales chez les dirigeants libéraux et leurs porte-voix. Nous devrons faire plus d'efforts. On sait très bien qu'on a une contradiction entre notre modèle social généreux, confortable, solidaire, adapté à la paix, et la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. Pour pouvoir financer l'effort de guerre, il faut juste travailler plus. Déjà, le conclave là sur les retraites, avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc., on oublie, on ferme. Une des attaques les plus nettes, c'est celle qui émane du président du Conseil d'orientation des retraites. Et voilà ce qu'il a dit hier. Les discussions actuelles sur les retraites ne peuvent totalement ignorer le nouveau contexte international. La nécessité d'augmenter considérablement nos dépenses militaires devient de plus en plus claire et pressante. L'entrée progressive, plus ou moins explicite, dans une économie de guerre rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge de départ à la retraite. Dérisoire. Mais alors là, attendez, si on vise un sursaut patriotique, là, ce qui est dérisoire, c'est de s'accrocher à une réforme qui est détestée par tous les Français. Début 2020, par exemple, pour faire face à l'épidémie de Covid, le gouvernement avait abandonné la réforme des retraites à points, là, d'Édouard Philippe, voyant qu'il y avait besoin du consentement populaire, et qu'on pouvait pas mener de front les mesures contre le Covid et un grand mouvement contre la réforme des retraites. Mais j'ai envie de rajouter, a fortiori, si pour la France la menace est plus informationnelle et politique que militaire, n'est-il pas de la plus haute importance d'écarter le plus possible tout facteur de division entre les citoyens et entre les gouvernants et les gouvernés? Des réformes injustes abîment la confiance dans la légitimité de l'action publique. Parce que là, paye ta force d'âme de la nation. Les décisions politiques, les équipements militaires et les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Mais bon, on a bien compris, le ton martial est censé faire avancer plus facilement un agenda néolibéral auprès d'une population effrayée. Et on peut s'empêcher de penser à la stratégie du choc de Naomi Klein. Donc il faut prendre la menace sérieusement, elle est sérieuse, mais il ne faut pas non plus que ça conduise en quelque sorte à alimenter des discours qui sont des discours bellicistes, va-t-en-guerre, qui après vont venir servir un peu de ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc, c'est-à-dire maintenant les reculs sociaux que pour l'instant vous n'avez pas voulu accepter, il va falloir les accepter. Manuel Bompard ne nie toutefois pas ce qu'on appelle les attaques hybrides. Que la Russie mène en France des opérations de déstabilisation, ça a été très largement documenté.
Ça peut être des attaques cyber, ça peut être y compris des campagnes de désinformation. On a eu un certain nombre d'exemples de cela l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les étoiles de David sur les murs en pochoir. Bon, on a eu l'information que ça venait et ça participait de campagnes de déstabilisation russe. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté de penser que le danger russe, là, brandi par Macron, n'est pas seulement un prétexte à des réformes néolibérales, mais n'existe tout simplement pas. Le président dramatiserait à outrance, ou carrément inventerait, pour nous dépouiller et se refaire politiquement. Parce qu'il y a parfois un contresens autour de cette stratégie du choc-là. Klein ne dit pas qu'on invente des dangers de toutes pièces pour justifier des réformes néolibérales, mais qu'à l'occasion d'événements bien réels, des catastrophes naturelles, des changements de régime, les dirigeants profitent de la sidération des populations pour faire progresser cet agenda. Or, la menace russe est bien réelle, mais à condition de bien caractériser ses objectifs potentiels, sa dangerosité et ce sur quoi elle pourrait s'exercer. La controverse politique doit être correctement informée. Les déclarations imprudentes laissant entendre que la Russie pourrait vouloir lancer des offensives militaires contre l'Europe de l'Ouest n'ont aucun sens. Tu peux rassurer ta grand-mère brestoise, elle n'est pas prête de voir un char russe. Par contre, si elle habite l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, régulièrement, la Russie contemporaine intervient brutalement chez ses voisins ou dans d'autres républiques de la Fédération de Russie. 1000 jours de combat plus tard, plus de 20 000 morts, presque un demi-million de réfugiés, la capitale Grozny détruite comme la plupart des villes et des villages de Tchétchénie. Les exactions se multiplient, viols, meurtres, rackets, ratissage aveugle, torture dans les sinistres camps de filtration, les crimes de guerre se multiplient. Et son président ne cesse de clamer son ambition de reconstruire une grande Russie en avalant des régions frontalières. La question d'une dissuasion assurée par une coopération entre des États européens se pose un petit peu, surtout quand on tient des positions internationalistes anti-impérialistes. L'offensive poutinienne prend une forme militaire à ses frontières, mais plutôt terroriste ou informationnelle ailleurs. Voici ce qu'en dit l'ex-ambassadeur de France à Moscou. Pas forcément au sens où on pourrait avoir les chars dans quelque temps, les chars russes à Paris, mais il y a véritablement, et ça j'ai de multiples exemples, véritablement un projet de destruction de l'Europe, d'affaiblissement de nos démocraties. On parle beaucoup d'action hybride. Il faut bien voir qu'il y a toute une gradation. Vous vous souvenez de les étoiles de David, les mains rouges, et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Pour prendre un exemple, je ne veux pas effrayer les téléspectateurs, mais c'est pas uniquement intervenir sur des fichiers dans des hôpitaux. Ça peut être aussi mettre en péril tout un système de contrôle aérien, avec des conséquences terribles. De fait, la Russie multiplie sabotages et incendies sur le sol européen, mais aussi des cyberattaques ou des opérations de manipulation informationnelle destinées à exacerber les tensions politiques autour de certaines questions. Écoutons le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce qui distingue la menace russe au sens large, c'est une multiplicité d'acteurs. C'est des services étatiques, des services de renseignement, ils sont connus, ils sont identifiés comme menant des attaques, d'espionnage, de sabotage. C'est aussi du crime organisé, alors qui n'est pas que en Russie, mais qui n'est pas embêté en Russie, qui n'est pas arrêté en Russie, donc qui prospère un petit peu. On peut se demander quelle est la contrepartie. C'est des activistes pro-russes, ceux qui ont cherché à déstabiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques, et essayer de s'en prendre aux stations d'épuration, à l'assainissement des eaux, polluer la Seine. On sait. Bon, donc ce à quoi il faudrait parvenir à répondre, c'est a-t-on besoin de ces 30 milliards d'euros par an ou plus qui sont demandés par l'exécutif ? Je vous mets au défi de comprendre qui soutient quoi dans l'ensemble des questions sous-jacentes, et surtout, qui soutient quoi sans caricaturer la position à laquelle il s'oppose. Donc ces 30 milliards là, pourquoi ? Pour améliorer nos capacités de résistance et de résilience à une guerre hybride menée par la Russie ? On voit bien que c'est pas du tout le même prix que de chercher à la dissuader, d'agresser d'autres pays européens, en montrant qu'on est capable de faire face à un conflit de haute intensité. Les États européens doivent, compte tenu de la menace russe que je viens de vous décrire, être capables de mieux se défendre et de dissuader toute nouvelle agression. Mais alors quoi ? Est-ce nécessaire pour faire monter en gamme la défense française et accroître notre souveraineté ? Ou bien pour participer à un effort européen commun ? Et dans ce deuxième cas, pourquoi ? Pour assurer une indépendance de l'Union européenne à l'égard des États-Unis ? Ou bien pour continuer à bénéficier du parapluie de l'OTAN en augmentant nos budgets de militaires conformément à ce qu'exigent les Américains ?
Donc ça, c'est des questions plus à moyen et long terme, mais immédiatement va aussi se poser la question, est-ce qu'on va taper dans ces budgets pour continuer à armer la résistance ukrainienne? Notamment parce qu'on pense qu'il faut un équilibre des forces afin que toute négociation ne finisse pas en pure et simple capitulation. Bon, en tout cas, si on admet toute ou partie de ces menaces, il est possible de prendre les libéraux à leur propre jeu. La gauche rétorque en effet ironiquement qu'une véritable économie de guerre réclamerait plutôt des mesures anti-libérales. Forte intervention de l'État dans la production, organisation de la consommation, etc. Dans cette perspective, par exemple, les insoumis sont outillés, car ils défendent une approche très interventionniste de la réindustrialisation. Une économie de la paix, c'est quoi ? C'est accroître l'indépendance de notre défense. Car oui, il faut augmenter les commandes publiques pour les entreprises françaises, donc relocaliser notre industrie. Pour ça, il faut un plan. Maintenir déjà les productions stratégiques comme Vancorex. Vous ne le faites pas. Vous inféodez notre défense au tout marché. Et on voit d'ailleurs là que la gauche radicale oscille entre s'opposer en bloc à cet enchérissement des dépenses militaires, ou bien les accepter peu ou prou, mais en contestant leur style de financement. Les évolutions de cours de bourse depuis le début de l'année des principaux fabricants d'armes européens. Thales, plus 84%, Dassault Aviation, plus 52%, mais les Allemands aussi. L'économie de guerre, c'est aussi des mesures fiscales exceptionnelles, notamment sur les profiteurs de guerre. Nous ne financerons pas cet effort en sacrifiant notre pacte social. L'histoire nous l'enseigne. En 1914, c'est notamment par un impôt nouveau, l'impôt sur le revenu, que l'effort de guerre a été financé. Aujourd'hui, un impôt sur les grandes fortunes suffirait à renforcer notre armée sans peser sur les classes moyennes et populaires. La taxe Zuckman adoptée par notre Assemblée montre que cette voie est juste et réalisable. Et ensuite, il faut le dire, les solutions de financement antisocial préconisées par la Macronie pourraient être politiquement désastreuses. Regardez, la stratégie de Poutine mise sur un effondrement des soutiens étrangers à l'Ukraine, en comptant sur l'arrivée au pouvoir dans les pays européens de forces politiques favorables à son propre régime. Or, si réarmer consiste à déshabiller l'État social, les premiers frappés seront les classes populaires ou les classes moyennes fragilisées, qui résistent encore à la tentation du vote extrême droite. Donc on se rapprocherait encore un peu plus de l'arrivée du RN au pouvoir. Et, ô surprise, c'est précisément le scénario qui a la préférence du Kremlin. Et, bonus, l'extrême droite au pouvoir bénéficierait alors des nouveaux crédits de défense et de l'hystérisation belliqueuse de la société. Ça donne envie. Comme nous avons à lutter contre l'extrême droite au plan mondial et au plan national, si on recule la situation des Françaises et des Français, l'extrême droite, elle prospère sur le déclassement. Si on baisse encore les droits des travailleurs et des travailleuses, on déroule le tapis rouge à l'extrême droite en France. C'est l'objectif de Trump et Poutine. Et c'est peut-être ça le péril numéro 1. L'impérialisme russe, avant d'être une menace pour la nation française, est une menace pour les forces de gauche, car ces offensives réactionnaires, qu'elles prennent une forme militaire ou idéologique, font monter tout ce contre quoi la gauche lutte. L'autoritarisme, le capitalisme mafieux, les attaques contre l'état de droit, les attaques contre la presse, l'écrasement des droits des minorités, la violation du droit international, etc., etc. C'est pas très réjouissant, mais on se retrouve dans 2 semaines. Ça laisse le temps au char d'arriver.